Salut à tous, c'est Baba des Bois et aujourd'hui je vais vous parler d'un outil indispensable pour tous les développeurs, quel que soit ce que vous développez d'ailleurs, quelle que soit la technologie que vous utilisez, le langage dans lequel vous développez, peu importe. Et il s'agit de Git. Et je fais cette vidéo parce qu'il m'est arrivé de voir en discutant avec des gens sur le chat Twitch ou bien sur Twitter ou ce genre de plateforme qu'il y a plein de gens qui développent des choses, notamment des game devs ou des devs web, qui développent des choses mais qui savent pas utiliser Git et qui ne l'utilisent pas du coup. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est un problème et pourquoi vous devriez l'utiliser finalement, parce que c'est pas si compliqué que ça Git et vous allez voir que ça s'apprend vraiment en pas très longtemps. Bon alors qu'est-ce que c'est Git? Eh ben Git c'est un logiciel de version control, versionning. Voilà, c'est un logiciel qui permet de faire de la gestion du code source. Alors pourquoi faire ça et qu'est-ce que ça permet de faire? Bah déjà, premièrement, si vous bossez en solo sur votre projet, ça vous permet de garder un historique de tout ce que vous avez fait dans votre projet. Et après, vous pourrez naviguer dans cet historique, revenir un peu en arrière, et vous dire à tel moment, quand j'ai fait tel truc, j'avais pas tel bug, je vais retourner en arrière, essayer de trouver le bug en question, et vous pouvez, en naviguant dans l'historique comme ça, essayer de voir d'où vient le bug, par exemple. Vous pouvez vous en servir comme ça. Quand vous êtes en solo, ça sert principalement à stocker l'historique de votre projet et potentiellement le mettre en ligne, l'historique de votre projet. Donc ce qu'on appelle un repository. La plateforme la plus connue qui permet de faire ça, c'est GitHub. Mais il y en a plein d'autres, GitLab, Bitbucket, voilà, il y en a plein. Ça vous permet en fait de jamais perdre votre travail, parce que si vous avez un problème sur votre machine, ou que vous faites une erreur X ou Y, ou que votre fichier il est corrompu, je sais pas pour quelle raison, il vous suffit de revenir en arrière dans l'historique et vous avez plus de problème quoi. Donc voilà, quand on bosse solo, avant tout c'est une ceinture de sécurité énorme et indispensable en fait. Donc ça c'est la première utilité de Git, mais il y en a une autre, ça permet de bosser à plusieurs sur un même projet. Parce que Git en plus de gérer l'historique, il vous permet de faire des branches. Mais comme j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails techniques pour cette vidéo ici, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une série de vidéos. La première sera consacrée à l'usage de Git en solo. La deuxième sera consacrée à un usage de Git dans des petites équipes, donc entre 2 et 10 personnes on va dire. Donc on va utiliser ce qu'on appelle le Git Flow, une méthode de travail avec Git qui permet de travailler dans des équipes de ce genre de taille. Et puis après je ferai peut-être d'autres vidéos un peu plus spécifiques, par exemple comment utiliser Git avec Godot. Voilà. Aujourd'hui on va se concentrer sur l'usage de Git vraiment basique en solo, pour vous apprendre vraiment à utiliser le strict minimum, le strict nécessaire. Et s'il vous plaît, faites-le quand vous faites un projet de programmation, s'il vous plaît, utilisez Git, parce que voilà, ça vous évitera plein de problèmes en fait. Alors, il y a deux écoles par rapport à Git. Git à la base, c'est un logiciel en invite de commande. Donc ça veut dire que c'est un logiciel que vous tapez dans votre console. Vous tapez des commandes dans votre console et ça fait des trucs. Mais depuis quelques années, il existe ce qu'on appelle des Git GUI, et il en existe plein. Il y a Git Kraken, GitHub Desktop, il y en a plein, qui font la même chose. Mais sauf que vous avez des interfaces utilisateurs, des GUI, qui viennent vous cacher les commandes en fait. C'est-à-dire que vous avez une interface utilisateur avec des boutons, et en appuyant sur les boutons, ça va déclencher les commandes finalement. Donc c'est juste une couche supplémentaire pour rendre le logiciel plus accessible finalement. Moi personnellement, j'ai jamais utilisé de GUI, j'utilise le logiciel en invite de commande et c'est ce que je vais vous enseigner, et pour une bonne raison. Premièrement, c'est pas plus compliqué. On est des développeurs, je vois pas pourquoi on devrait avoir peur de taper des chaînes de caractères. C'est un peu ce qu'on fait toute la journée. Mais surtout qui peut le plus, peut le moins finalement, parce que si vous êtes capable d'utiliser Git avec la console, vous êtes capable d'utiliser n'importe quel GUI derrière. Et probablement vous n'en aurez pas besoin, parce que utiliser Git en invite de commande vous permet de faire tout ce que permet de faire les GUI, et plus potentiellement parce que vous pouvez utiliser des scripts, etc. dans la console. Et la troisième raison, c'est qu'une fois que vous connaissez bien votre outil, vous connaissez bien la console et que vous maîtrisez bien Git en invite de commande, vous allez à une vitesse incroyable, vous allez travailler extrêmement vite. Et d'ailleurs, Git, ça va être aussi un outil qui va vous permettre d'accélérer votre workflow en tant que développeur, mais ça on verra dans une vidéo peut-être plus tard sur l'usage un petit peu avancé de Git. Donc on va faire les choses en ce ordre là, on va commencer par installer le logiciel, installer Git. Ensuite, je vous ferai une petite explication de comment fonctionne Git, parce qu'avant de commencer à mettre les mains dedans, ça serait bien de voir un petit peu globalement comment ça fonctionne, ce sera pas très long. Et ensuite, on va utiliser Git. Et je vais vous montrer vraiment les 4-5 commandes dont vous avez besoin pour vous débrouiller en solo avec Git. Partie installation. Et là, moi, je suis sur Windows. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle Commander, qui est une console pour Windows, qui est, à mon sens, une des meilleures consoles pour Windows, qui contient déjà Git en fait. Donc si vous êtes sur Windows, je vous invite à suivre cette installation. Sinon, si vous êtes sur Mac ou sur Linux, vous pouvez directement aller sur le site de Git. Vous tapez Git SCM, vous allez vous retrouver sur le site de Git ici, et vous pouvez faire download. Et ici, vous allez avoir macOS, Windows, Linux. Ce qui se passe, c'est que l'installation sur Windows est un peu chiante. Il vous demande un tas de réglages. Ça prendrait vraiment beaucoup de temps à le faire.
et ça serait pas très intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer Commander qui contient déjà Git et qui fait toutes les configs à notre place et qui en plus est une super console. Donc je vous fais installer les deux d'un coup. Comme ça, c'est génial. Voilà, donc on va se retrouver sur le GitHub de Commander. Donc GitHub, c'est là où une plateforme pour stocker le code source. Donc Commander eux-mêmes utilise cette plateforme sur laquelle vous pouvez trouver la dernière release du logiciel. Nous, on va utiliser ça, commander.zip là. On va aller télécharger cette archive là. Pouf. Et donc voilà, on a tout Commander qui est là dans cette archive. Donc ce que je vais faire, c'est juste que je vais mettre un dossier personnellement le disque D. Alors faites attention, il faut juste que votre dossier soit pas, si possible, dans ces programmes files, parce que sinon vous allez avoir besoin des droits administrateurs. Donc voilà, je vais me faire un dossier ici, nouveau dossier que je vais appeler Commander. Hop, et dans Commander, je vais juste drag and drop tout ça et on sera bon. Donc voilà, le chargement est fini. Pendant ce temps-là, j'ai le temps de me faire couler un café, c'est parfait. Donc on va lancer Commander. On va juste double-cliquer sur commander.exe. Hop. Voir si ça marche. Voilà, donc la première fois, il va vous faire tout un tas de petits trucs. Il génère les réglages de base, et voilà. Donc Commander, ça ressemble à ça, c'est une console dans laquelle vous pouvez taper des trucs, et il va se passer des choses en conséquence. Petit dernier détail qu'on va faire pour l'installation de Commander, qui va être très pratique, parce qu'en fait, ça va nous permettre de faire clic droit, et de dire, je veux que tu m'ouvres la console, je veux que tu m'ouvres Commander à cet endroit-là. Et vous allez voir, c'est hyper pratique, c'est vraiment quasiment indispensable d'avoir ça. Donc je vais vous montrer comment on fait ça vite fait sur Windows. Voilà, vous tapez registre, vous allez chercher éditeur de registre ici. Donc vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Voilà. Donc vous allez vous retrouver avec une fenêtre qui ressemble à ça. Et donc vous allez aller dans HKey Classes Root, donc le premier truc là, HKey Classes Root. Et là-dedans vous allez chercher Directories. Donc vous allez dans les D, c'est par ordre alphabétique, hein. A, B, C, D. Directories ici. Ensuite, vous allez dans Background. Et là, dans Background, vous avez Shell et Shell X. Vous aurez peut-être d'autres trucs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dans Shell. Et donc là, il y a tout un tas de trucs. Et c'est ici qu'on va vouloir mettre notre Commander. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau clé. Je vais créer une clé qui s'appelle Commander, par exemple. Et là-dedans, donc si vous double-cliquez dessus, à droite, vous allez avoir ce truc par défaut. Donc ça, je vais juste faire modifier. Et ici, je vais mettre Commander here, par exemple. Ça, c'est ce qui va être affiché quand vous allez faire clic droit. C'est ce qui va vous afficher comme info. Donc ici, je vais faire nouveau valeur chaîne. Et ici, je vais mettre icon. Ok, donc ça va contenir l'icône qui va être affichée dans votre menu contextuel aussi. Et ici, il faut que je lui donne le chemin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre commander.exe, là, l'endroit où on a mis Commander. Je clique droit dessus. Et là, vous allez avoir copié en tant que chemin d'accès. Donc c'est ça qu'on veut récupérer. Je copie ça, je colle ici, je fais OK. Et voilà, donc là, normalement, il devrait pouvoir me récupérer l'icône grâce à ça. Donc ça me crée juste, quand je vais faire clic droit, il va apparaître ici. Vous voyez, Commander here. Et pour l'instant, le Commander here, il fait rien ici. Si je clique dessus, il se passe rien. Ce qui va manquer, c'est de déclencher l'application qu'on veut, en fait. Donc pour pouvoir faire ça, ce qu'il faut faire, c'est que je clique sur mon Commander ici, je fais clic droit, nouveau, clé. Et ici, je vais taper Command en minuscule. Et dans Command, je vais avoir le par défaut ici, aussi. Donc je clique droit sur par défaut, je fais modifier. Et ici, je vais recoller le chemin de Commander. Je fais OK. Et normalement ici, si je fais clic droit Commander here, voilà, il va m'ouvrir Commander. On va attendre un peu qu'il charge. Et il l'ouvre au bon chemin, vous voyez. Il l'ouvre à l'endroit où on a cliqué. Donc ce qui est trop bien, c'est que vous allez pouvoir dire « Ah, je suis dans le dossier de tel projet, je fais clic droit, je fais Commander here, et il va m'ouvrir la console avec le bon chemin. » Et vous allez voir, c'est très pratique. Voilà, bon, c'est le petit tips qui vous permet de gagner quand même vachement en productivité, donc je vous le donne. Et on va pas taper des commandes tout de suite. D'abord, je vais vous expliquer comment ça fonctionne Git, avec un magnifique schéma que je vais faire dans Sprite, donc mon logiciel de pixel art préféré. Ce que vous allez voir, c'est assez simple. Donc là, on va parler de l'utilisation qu'on peut faire de Git quand on est en solo, mais qui est un peu l'utilisation de base de Git. Donc l'idée, c'est que ça fonctionne avec des commits. Donc ce qu'on appelle des commits, en fait, donc je vais me mettre un truc rouge pour qu'on voit bien. Ce qu'on appelle des commits, en fait, c'est comme des jalons. Donc c'est-à-dire que vous allez faire votre projet de programmation, vous faites votre premier script, vous faites un Hello World, par exemple, dans votre langage préféré. Peu importe. Ce que vous allez faire une fois que vous avez fait votre Hello World et que ça fonctionne, tout fonctionne bien, et ben c'est que vous allez prendre Git, vous allez taper votre commande pour faire un commit, et il va vous créer donc un nouveau commit. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Git il va garder l'historique de tout ce qui a changé depuis la dernière fois. Si c'est votre premier commit, il va stocker tous les fichiers que vous avez dans votre projet. Il va dire ok, le premier jalon du projet, le premier commit, c'est ça. Il y a tous ces fichiers-là. Voilà, donc j'ai connaissance de tout ça. Donc Git, il garde en mémoire l'état de votre projet, en fait. À chaque fois que vous faites un commit, il fait un nouveau jalon
dans l'historique qui stocke l'état de votre projet finalement. On va faire un premier commit qu'on va appeler par exemple init. Donc ça va être le commit d'initialisation, mettons. Donc le rond là, c'est le commit. Et après, ce qui peut se passer, c'est que vous codez une nouvelle fonction dans votre programme, vous faites un nouveau truc, une nouvelle fonctionnalité, peu importe, et vous allez faire donc un second commit. Donc on représente ça sous forme de graphe comme ça souvent, les commits. Donc ça c'est votre premier commit, nouvelle feature. Mettre pouf, nouvelle feature. Bon, c'est un peu gros le nom des commits, mais c'est ira. Voilà. Et là, ce qui va se passer, c'est que Git, entre ces deux commits-là, il va pas stocker à nouveau tous les fichiers parce que ça ferait énormément de données à stocker finalement. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va stocker uniquement les différences entre le commit précédent et le commit suivant. Donc si vous avez modifié votre fichier main, par exemple, je sais pas, vous êtes en train de faire du C++, vous avez un main.cpp et vous avez juste rajouté une fonction dans votre main.cpp, ce qui va se passer, c'est qu'il va détecter ce fichier-là à changer et c'est ce fichier-là qui va vous stocker. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que dans ce nouveau commit ici, là, il va pas y avoir tout l'état du projet, il va juste y avoir l'état du projet de init plus les changements qu'il y a eu là, la nouvelle fonction que vous avez ajoutée. Et donc il fait ça quand vous ajoutez du contenu, mais il fait ça aussi quand vous retirez du contenu. C'est-à-dire que pour lui, le fait de retirer une fonction, de retirer une ligne de code, c'est un ajout en fait. Donc dans le commit, il va falloir ajouter le fait que vous avez retiré une ligne de code ou une fonction. Donc voilà, ça c'est le truc de base. Il ne stocke pas toutes les données, il stocke simplement les changements qu'il y a d'un commit à l'autre finalement. Donc voilà, ça c'est le fonctionnement de base. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire vos premiers commits finalement. Donc on va faire un nouveau dossier. Donc moi je vais créer un dossier ici, là par exemple, peu importe. Et on va faire, je vais l'appeler tuto git. Voilà. Là-dedans, je vais faire un fichier nouveau document texte. Moi je développe surtout en GDScript, donc le langage de Godot, parce que j'utilise Godot Engine, là, le moteur de jeu. Donc je vais faire un script je peux faire un truc en GDScript hein, si je veux, test.gd, voilà. Donc j'ai mon fichier en GDScript, donc c'est juste un fichier vide, je vais l'ouvrir avec mon éditeur de texte préféré, donc je crois que j'ai mis Atom par défaut. Donc là vous tapez votre code comme vous avez l'habitude de le faire, donc je vais juste faire, nous ici on va juste faire un Hello World, hein. On va faire un Hello World, en GDScript ça ressemblerait à ça, donc je fais ça, je fais print, Hello World, magnifique script de GDScript, qui fait Hello World. Donc maintenant ce que je veux faire c'est créer un projet Git avec tout ça qui contient juste ce truc là. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire clic droit ici, je vais faire Commander Here, donc faut attendre un peu, hein, ça prend un tout petit peu de temps à se démarrer. Et voilà, donc là il me dit que voilà, je suis à cet endroit là. Je suis à l'endroit où j'ai mis mon dossier. Alors si vous voulez agrandir ou rapetisser, vous pouvez faire CTRL molette, hein. C'est comme dans les navigateurs. Donc je vais mettre en grand histoire que vous voyez ce qui se passe. Donc déjà le premier truc qu'il faut faire, c'est d'initialiser le projet. Donc en fait ça va vous créer un dossier qui va contenir toutes les données de votre projet Git finalement, donc toutes les données dont on a parlé, c'est lui qui va stocker tous les commits qu'on va faire, mais aussi toutes les configs qu'on va pouvoir mettre dans notre projet Git. Donc il faut qu'on initialise le projet Git. Donc pour ça il y a une commande pour le faire qui s'appelle git init. Voilà. Et là il me dit initialized git empty repository. Donc j'ai tapé la commande git init, je l'ai lancé avec entrée, et ça me dit j'ai initialisé un repository git. Donc ce qu'on appelle un repository, c'est un dossier projet en fait de Git finalement, qu'il a mis à cet endroit-là. Et donc si vous allez voir à cet endroit-là, vous avez un point Git. Alors c'est un fichier caché, donc peut-être que si vous n'avez pas les bonnes options d'affichage, vous n'allez pas le voir sur Windows, parce que vous voyez c'est grisé, c'est un dossier caché. Ça contient donc comme je vous disais toutes les données de Git. Alors je vous conseille de ne pas aller trop trifouiller là-dedans parce que vous risqueriez de faire des bêtises, mais donc ça permet d'initialiser le projet. Donc maintenant qu'on a fait notre git init, la première commande que je vais vous apprendre, à part d'initialiser un projet, c'est de regarder l'état actuel du projet. Et pour ça vous pouvez faire git status. Et git status, vous voyez, il nous donne des infos. Il nous dit ça, il nous dit no commit yet, donc c'est parce qu'on n'a pas créé de commit. Il nous dit untracked files, donc il nous donne la liste des fichiers qui ne sont pas tracked, c'est-à-dire qui ne sont pas... donc c'est les fichiers dont Git ne suit pas encore la progression. C'est-à-dire qu'il n'a pas de trace de ce fichier-là. Donc il peut pas suivre et dire bon bah il y a eu tel changement depuis la dernière fois, il en a pas encore connaissance. Donc là on a le test.gd et il me dit nothing added to commit but untracked files present. Donc voilà, il nous dit d'utiliser la commande git add pour pouvoir traquer un fichier. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc en fait pour pouvoir ajouter un fichier à un commit, il faut d'abord utiliser la commande git add pour lui dire il faut que tu traques ce fichier là. Dans ce commit là, il faut que ce fichier soit traqué. Ok, donc c'est ce qu'on va faire. On va faire git add et on va lui donner le chemin du fichier. Donc je peux faire double-clic là-dessus, ça me l'highlight. Et si je fais clic droit, il va me le copier. Un petit truc pratique dans Commander. Et donc là, si je fais git add et le chemin de mon fichier, il va m'ajouter mon fichier. Donc là, si je fais git status encore une fois, vous allez voir qu'il me l'affiche en vert. Donc les trucs qui sont affichés en rouge,
c'est des fichiers qui ne sont pas encore ajoutés. Vous voyez, il me dit untracked files. Et les trucs qui sont affichés en vert, c'est les trucs qui ont déjà été ajoutés et donc que potentiellement on peut mettre dans un commit. Donc là, on n'a toujours pas de commit encore. On a juste ajouté un fichier et ce fichier, pour l'instant, on n'en fait rien. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on crée un nouveau commit. Donc ici, on va faire un git commit qui va nous permettre de créer un commit. Et la bonne pratique quand on crée un commit, c'est de lui rajouter un message de commit, un titre si vous voulez, qui indique ce que fait le commit. Et pour pouvoir faire ça, vous faites git commit-m. Et le "-m" vous permet d'ajouter un message. Donc en fait, toutes les commandes, elles peuvent prendre des arguments, en fait, comme une fonction en programmation, elles peuvent prendre des arguments qui leur permettent de modifier leur comportement. Et vous pouvez en mettre autant que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, peu importe. Vous avez toute la liste pour chaque commande, tous les arguments qui sont possibles, vous avez dans la documentation de Git. On ira faire un tour tout à l'heure. Mais pour l'instant, je vous montre vraiment les trucs de base. Donc vous créez un commit, vous ajoutez un message associé à ce commit, init par exemple, parce qu'on fait un commit d'initialisation. Ok. Donc là, il me dit qu'il a créé un commit qui s'appelle init. Il me dit qu'il y a un fichier qui a changé. Alors il me dit 5 intersections. 5 intersections, en fait, c'est le nombre de lignes de code qui ont changé. Donc il y a eu 5 ajouts de lignes de code. Et voilà. Donc maintenant, si je refais un git status, il me dit on branch master, nothing to commit. Working tree clear. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus rien à committer. Il a connaissance de tous les fichiers. Donc là, l'état du projet actuel, tout est contenu dans le dernier commit finalement. Donc il n'a rien à faire, Git là. Donc on a créé notre tout premier commit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un deuxième commit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une modification dans mon fichier. Donc moi, je vais me faire une fonction, par exemple, truc muche, qui va m'envoyer rien, et qui va faire return 0. Ah non, ça renvoie un entier du coup. Voilà, super. Donc j'ai créé ma nouvelle fonction. Maintenant, si je fais git status, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah, il y a des trucs qui ont changé dans test.gd. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, parce que test.gd, vous vous souvenez, on avait déjà ajouté test.gd au premier commit. Et vous voyez, il me dit pas que le fichier est untracked comme tout à l'heure. Tout à l'heure, il me disait untracked file, c'est donc un fichier donc, qui n'est pas déjà traqué par Git. Ici, il me dit changes not tagged. Donc ça veut dire qu'il y a des changements dans un fichier qu'il avait déjà track finalement. Donc ici il me dit le fichier test.gd, il y a eu des changements dedans. Qu'est-ce que je fais? Donc ce qu'on peut faire à cet état-là, c'est de faire un git diff. Donc git diff, c'est une commande qui permet de voir la différence entre le dernier commit connu, donc le commit qu'on a fait juste avant, le commit init, et l'état actuel de votre projet. Donc là, on va faire git diff et on va lui donner le chemin du fichier. Il va me dire dans ce fichier-là, quelles sont les différences entre le dernier commit et maintenant. Et là, vous voyez, il me dit, donc, ce qu'il y a en gris, c'est ce qu'il y avait avant. Il me met en vert ce qui a été ajouté. Et s'il y a des suppressions, il va vous le mettre en rouge. Il va vous mettre des moins et il va vous mettre le texte en rouge. Donc, ce qui est en vert, c'est ce qui a été ajouté. Ce qui est en rouge, c'est ce qui a été supprimé. Ce qui est en gris, c'est ce qui était déjà. Donc là, voilà, il me dit qu'il y a ça qui a été ajouté finalement dans le fichier. Très bien, donc c'est ce qu'on veut. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire encore un add. Je vais ajouter le fichier ici. Donc, je veux mettre ça dans mon prochain commit. Je veux dire, ce fichier-là, les changements qui ont été faits dans ce fichier, je veux les ajouter au prochain commit. Donc j'ajoute mon fichier, je fais git commit, -m, on prend l'habitude de faire des messages de commit, et là-dedans je veux dire add a trucmuche function to test.gd. Allez, pourquoi pas. Donc ça c'est mon commit. Ok, alors maintenant on a deux commits, donc ce qu'on peut faire à ce moment-là, si on veut un petit peu se rappeler ce qu'on a fait, c'est de faire git log. Donc git log, c'est une fonction qui vous permet de voir la liste des commits qui ont été faits, en fait, l'historique des commits. Alors juste, je me suis rendu compte qu'en faisant un git log, ça vous donnait votre adresse mail, et j'ai pas envie que l'adresse mail fuite sur les internets, donc ce qu'on va faire, c'est faire git log --one-line. C'est la même chose que gitlog, mais ça vous donne tout en une seule ligne. Et ça vous donne un peu moins d'informations. Nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est juste avoir le nom des commits pour l'instant. Donc ça, c'est tout ce dont on a besoin. Donc, voilà, de votre côté, vous pouvez juste utiliser gitlog, ça vous donnera plus d'infos. Moi, je vais utiliser gitlog one-line pour éviter de vous donner mon adresse mail. Donc voilà, ça vous donne la liste des commits. Donc du haut en bas, celui qui est en haut, c'est le plus récent. Celui qui est en bas, c'est le plus vieux. Et donc vous pouvez voir les commits que vous avez fait. Bon, maintenant, on va juste faire un petit truc. C'est qu'on va essayer de retirer une ligne de code et voir ce qui se passe. On va faire un commit où on retire du code. Donc je vais aller dans test et je vais retirer ça. Ou non, parce qu'on l'a ajouté dans le dernier commit, je vais plutôt retirer le hello world. Je vais retirer ça. Voilà. Je sauvegarde, je ferme le fichier. Je retourne dans Git. Et là, je vais faire, alors, Git status, pour voir un petit peu où on en est. Donc on a test qui a été changé. Donc là, si je fais un git diff pour voir la différence sur test.gd, il me dit que j'ai retiré la fonction ready avec le print hello world. Et donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que si vous voulez enlever des choses,
il faut dire à Git que vous avez enlevé ces choses-là. Donc il faut ajouter le fait d'avoir retiré des lignes de code avant de pouvoir le commit. Donc je vais faire git add de test.gd, pouf. Ici je fais un commit qu'on va appeler donc -m pour mettre un message, qu'on va appeler remove hello world oh impolite. Comme c'est impoli. Hop, voilà. Donc maintenant, je fais un git log-one-line. Encore une fois, je fais one line pour éviter que vous ayez mon adresse mail. Et donc là, il me dit, alors j'ai init, j'ai ce commit là où on a ajouté truc muche. Et ensuite, on a le remove hello world oh impolite. Bon, alors voilà, tout ça c'est bien, on a un historique avec différents commits. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu l'intérêt de Git, c'est que donc maintenant vous pouvez naviguer dans votre historique. C'est-à-dire que vous pouvez revenir à des versions antérieures de votre projet. Donc là, si je m'ouvre mon test.gd, vous voyez, j'ai que la fonction truc muche ici. Ok. Donc ça, si je le ferme et que je dis bon, je vais revenir à un commit précédent. Donc pour pouvoir revenner au commit précédent, on utilise là l'identifiant qu'il y a là, c'est un SHA-1. C'est ce qui sert d'identifiant au commit. Vous avez que le début du SHA-1 en l'occurrence, mais si vous faites un git log sans le one line, vous allez voir le SHA-1 en entier. Mais juste ça suffit à faire ce qu'on va faire. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur un commit précédent. Donc, je vais utiliser la commande checkout, qui permet de se déplacer dans l'historique en fait. Et donc là, je vais me déplacer et me dire, je vais revenir à ce commit là, qui était le commit où on avait les deux fonctions. On avait le ready et avec le hello world dedans, et on avait la fonction truc muche. Donc si je me mets sur ce commit là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il me dit no switching to le nom du commit, enfin l'identifiant du commit, et un no detached head state. Donc c'est-à-dire que là, il est en train de me dire, je suis dans un état où je suis pas en haut de la pile des commits, donc je suis pas au commit le plus récent. Donc faut que je fasse attention, faut pas que je fasse un commit à cet état-là parce que sinon je vais causer des soucis. Donc là, il te donne un petit peu des conseils si tu veux faire des trucs. You can look around, make experimental change and commit them. Bon, on va éviter de faire ça. C'était pour un usage déjà un petit peu plus avancé. Il nous dit qu'on peut créer de nouvelles branches, tout ça. On n'a pas encore vu les branches. Pour l'instant, on s'en fiche. Donc là, on est juste sur le commit précédent. Donc si je vais voir dans test.gd, vous voyez, il m'a remis mon fichier à l'état où on était, à ce commit-là. Donc déjà, ça c'est la première grosse utilité de Git, c'est que vous pouvez revenir dans l'historique, vous pouvez revenir à des états antérieurs de votre projet. Ça implique juste que vous fassiez des commits régulièrement. Et vous allez me dire, oui mais Baba, quand est-ce que je fais des commits? Et je vais vous répondre le plus souvent possible finalement. À chaque fois que vous avez codé un nouveau truc et que ça marche, faites un commit. Bon voilà, là je suis allé voir un petit peu ce qui s'était passé dans le passé. Maintenant je vais revenir en arrière, donc je vais faire git checkout. Et je vais revenir sur le dernier commit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un git checkout master. Et donc là je vais revenir au commit le plus récent. Donc là si je fais git log-one line, voilà, il m'a remis à cet endroit-là. Ok, donc ça c'est l'usage de Git de base. En local seulement, vous n'avez même pas de repo distant. Maintenant, une des grosses autres utilités de Git, c'est que ça vous permet de stocker votre code source de votre projet sur le cloud en fait, sur ce qu'on appelle un repository distant. Un repository, je vous souvenez, c'est juste un dossier Git finalement. Et un repository distant, c'est un repository en ligne que vous allez pouvoir mettre sur l'une des plateformes que sont GitHub, GitLab, Bitbucket, comme on parlait au début. Donc nous, on va utiliser GitHub parce que c'est gratos, et je vais vous montrer comment connecter votre projet à un repo sur GitHub. C'est le baba du montage parce que je me suis aperçu que j'ai oublié 2-3 petits trucs. Il y a 2-3 petites configs qu'il faut absolument faire. Vous avez besoin de faire une fois l'installation de Git et une fois que c'est fait, c'est bon à jamais. Mais vous êtes obligé de les faire. Alors déjà, il y a 2 trucs à faire qui sont que vous êtes obligé de faire si vous voulez pouvoir travailler avec un repo distant. C'est il faut que vous rentriez votre username. Là, vous mettez ce que vous voulez. Et il faut que vous rentriez votre email. Il faut que vous utilisiez l'email que vous utilisez aussi pour, si possible, utiliser le même email que vous utilisez pour GitHub. Donc, ce qu'on va lui dire, on va lui donner ces 2 infos-là. Et pour ça, il faut faire git config. Donc, la commande config permet d'éditer les paramètres, en fait, tout simplement. Et ici, en fait, à la commande config, on peut lui passer plusieurs choses. Si vous laissez juste config, en fait, c'est la configuration de votre repo Git local. Donc là, je suis dans le repo tuto Git, là. Le projet tuto Git pour vous montrer. Si je fais juste git config et que je mets des trucs là-dedans, il va régler la config du projet. Moi, je veux pas ça, je veux régler la config de tout Git sur ma machine. Et pour ça, vous pouvez faire --global. Et là, si vous allez éditer ça,
Et donc là, tout ce que vous rentrez là, ça sera valide pour toute votre machine. Donc ça, c'est ce qu'on veut faire là. Et maintenant, on va faire juste user.name. Et là, vous allez mettre, entre guillemets, votre username. Donc moi, je mets par exemple, mon username, c'est Hugo Baba. Voilà, et le deuxième truc important, donc c'est ce que je vous ai dit, c'est le mail. Donc je vais juste utiliser la flèche du haut pour qu'il me remette la même commande, mais je vais modifier le name, je vais mettre email. Et là, vous mettez votre email. Bon, je vais pas vous mettre mon email parce que, voilà, problème de sécurité, mais là, vous rentrez votre email. Et bien sûr, vous appuyez sur Entrée pour valider tout ça. Une fois qu'on a fait ça, il y a un autre truc absolument crucial, c'est qu'il faut que vous connectiez votre Git à votre compte GitHub. Si vous voulez pouvoir envoyer du code ou récupérer du code facilement sur GitHub, parce que sinon, il va vous demander votre mot de passe à chaque fois, et c'est un petit peu relou. Donc pour ça, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est générer une clé SSH et la connecter à votre compte GitHub. Alors, générer une clé SSH, c'est hyper simple. Vous faites SSH-keygen. Vous faites ça. Il me dit, je génère une public private RSA key, ok. Entering file in which to save the key. Donc là, il me dit où est-ce qu'il va générer la clé. Il me dit, je le mets dans C, user, Hugo Baba, /.ssh ID RSA, ok. Donc il va le mettre là-dedans. On va laisser le truc par défaut, je vais juste faire entrer. Ici, il va vous demander de l'override. Bon, moi, j'ai déjà une clé SSH, donc je vais pas faire oui. Moi, je vais faire non. Mais ensuite, il va vous demander une passphrase et vous pouvez juste faire entrer. Et il va vous demander encore la passphrase une deuxième fois, vous refaites entrer. Et ça va vous générer la clé SSH. Donc là, moi, je vais faire no, mais vous pouvez faire un yes. Donc, vous mettez Y et ouf. Et donc, si vous allez à l'endroit qui vous a indiqué, là, c'est user, baba, machin truc. D'ailleurs, on va aller dans l'explorateur, on va aller chercher, c'est user, Hugo Baba, et après vous allez dans le dossier .ssh. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le ID rsa.pub, là. On va l'ouvrir avec un éditeur de texte. Donc, je vais faire ouvrir avec, par exemple, et je vais lui dire, ouvre-le-moi avec Notepad, quoi, avec bloc-notes. Très bien. Et voilà. Et là, vous pouvez faire CTRL-A, CTRL-C, parce que vous pouvez copier tout ce qu'il y a là-dedans. Et c'est ça qu'il va falloir qu'on copie sur notre compte GitHub pour pouvoir le connecter. Et donc, une fois que vous avez ça, vous allez sur votre compte GitHub, vous allez dans les settings, et ici, vous avez un SSH and GPG keys. Donc, vous cliquez là-dessus. Et donc là, il va falloir faire une nouvelle clé SSH. Vous lui mettez un nom. Moi, j'ai mis PC perso, mais vous mettez ce que vous voulez. Et vous copiez ce que vous aviez dans le fichier. Et vous êtes bon. Donc, si vous faites new clé SSH, vous lui mettez un titre, vous copiez ça, et après vous faites SSH key. Ici, encore une fois, je vais pas le faire parce que j'en ai déjà une. Voilà, une fois que c'est fait une bonne fois pour toutes, vous n'aurez plus jamais à le refaire. Et Git vous laissera tranquille, vous pourrez faire des opérations avec le repo distant sans qu'il vous demande votre mot de passe. C'est quand même vachement plus sympa. On va aller sur mon GitHub, voilà. On va faire un nouveau repository, new repository, voilà. Et ici, je vais l'appeler Git. Ouf. Public. Je vais pas mettre de readme. Je vais pas mettre de gitignore. Alors gitignore, ouais, on pourrait faire un sujet là-dessus, mais on va pas en parler aujourd'hui. Pas de licence, on s'en fout. MIT si tu veux. Et je crée le repo. Alors il y a deux trucs auxquels il faut faire un petit peu attention. Premièrement, quand vous créez un repo, comme je viens de le faire sur GitHub, ce qui se passe, c'est que GitHub il crée automatiquement un commit d'initialisation. Vous voyez, il m'a créé un commit, il y a marqué un commit ici. Il me dit initial commit. Donc il m'a créé un commit dans lequel il y a juste la licence et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Mais ce commit, on s'en fout. Donc on va l'écraser en l'occurrence. On s'en fiche. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on connecte notre repository local, donc notre projet Git en local sur notre machine, au repository distant. Donc le repository distant, c'est notre repository sur GitHub. Donc là, pour pouvoir ajouter le repository, il faut qu'on fasse git remote add origin, et là on va lui passer notre repo. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va créer un nouveau remote. Donc ce qu'on appelle un remote dans Git, c'est un repository distant justement à partir de ce projet-là. Donc à partir de ce projet-là, il va avoir un remote qui va être le repository distant, et ce remote il va avoir comme nom origin. Donc là j'ajoute une nouvelle remote qui va avoir le nom origin, et je lui dis l'adresse qu'il doit utiliser. Ici, comme adresse, on va utiliser la clé SSH. Donc on peut utiliser la clé HTTP, mais on va utiliser la clé SSH. C'est plus sécurisé. Donc si vous allez sur GitHub, vous allez dans code. Ici, vous allez retrouver sur HTTPS ou SSH. Vous allez dans SSH. Vous pouvez copier la clé SSH et simplement la coller ici avec CTRL-V. Et donc là, si je fais git remote add origin et que je lui passe la clé SSH de mon repo, je fais entrer. Là, je viens de connecter mon repo local au repo distant. Donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est lui donner tout ce que j'ai fait en local et le mettre sur le distant. Le problème est
qu'on n'a pas le même historique en local et sur le distant actuellement. Puisque sur le distant, il m'a créé un commit initial dont je me fous actuellement, hein, j'en ai pas besoin. Et que nous, on avait déjà créé un commit d'initialisation sur notre projet en local. Donc ce qu'on va faire, donc en fait il y a deux problèmes avec ce qui se passe quand vous créez un repo sur GitHub par rapport à quand vous créez un repo en local, c'est que le premier, il vous crée un commit initial. Donc si vous avez créé votre repo en local avant de créer votre repo à distance, vous n'allez pas vous retrouver avec le même historique. Et le deuxième truc, c'est que le nom de la branche par défaut, sur GitHub, c'est main, et sur Git, c'est master. Donc vous avez deux branches qui ont des noms différents. Bon, les branches, on va pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui, on verra ça dans le prochain tuto. Le seul truc que vous avez besoin de savoir, c'est que théoriquement, si vous travaillez en solo, vous avez qu'une seule branche, donc master ou main, peu importe le nom, vous avez qu'une seule branche, mais il faut qu'elle ait le même nom en local et en distant. Donc là, on a un problème. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire git push origin master. Donc ici, la commande push, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de prendre ce qu'on a en local et de l'envoyer sur le distant. Ok? Donc on pousse ce qu'on a en local sur le distant. Donc je l'envoie sur le repository GitHub. Ok? Donc si je fais ça, voilà. Donc il me dit, il énumère les objets qu'il y a à pousser, il les compte, il n'y a pas de souci. Enfin bon, bref, voilà, il donne des détails sur le processus pour le faire. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, il m'a créé une nouvelle branche. Donc là, si je mets à jour ici, vous allez voir que j'ai deux branches, j'ai main et master. Et en l'occurrence, nous, ce qui se passe, c'est que ici, on n'a pas besoin de main en fait, parce que nous, on a créé notre repo en local et notre branche principale, elle s'appelait master. Donc on n'a pas besoin de main. Donc ce qu'on peut faire ici, tout simplement, c'est supprimer main. Donc je vais aller dans les settings de notre repository. Là, settings. Je vais aller dans branche. Et je vais lui dire que la branche principale, ça va pas être main, ça va être master. Donc là, default branch, switch to another branch. On va lui dire master. Update. I understand, update the default branch. Hop. Voilà. Et donc si je retourne là-dessus, là ma branche par défaut c'est master. Vous voyez, on est sur master. Et il me dit qu'on a main en plus. Mais la branche main, on n'en a pas besoin. Donc je vais aller dans branche et je vais juste supprimer la branche main ici. Voilà. Donc si je reviens sur mon repository, je me retrouve avec la branche master. J'ai mes 3 commits qui sont là. Et du coup, j'ai tout sur GitHub, j'ai tout sur le cloud. Donc à tout moment, si j'ai un problème sur ma machine, je peux juste récupérer le code source sur le repo distant, j'ai aucun souci, mon code n'est pas perdu. Je vais juste vous faire un autre commit pour vous montrer un petit peu comment ça se passe quand vous rajoutez des commits, mais ça se passe exactement de la même manière. Donc je vais retourner dans test, je vais faire une fonction loop, par exemple, qui return bool, et ça return false, pourquoi pas. Je sais pas moi, hein. C'est juste pour vous montrer. Ok. Donc là, je fais git status, on essaye de voir un petit peu ce qu'on fait. Il me dit, j'ai test qui a changé, ok, donc je fais git add test, ok. Ensuite, je refais un status pour voir où j'en suis, ok. Je fais un commit, avec comme message add ploum, pardon, je l'ai appelé, par exemple. Ah oui, pardon, j'ai oublié de faire le "-m pour ajouter un message de commit, hein. C'est git commit-m, voilà. Et maintenant que j'ai fait ça, je peux faire un git push origin master. Alors pourquoi git push origin master? Parce qu'en fait quand vous faites un push, il faut que vous lui dites où est-ce que vous voulez pusher. Donc là on veut pusher vers origin, vous vous souvenez, on a nommé notre remote origin. Et le remote c'est le repository distant. Donc en fait tu peux en avoir plusieurs si tu veux des remotes, donc tu peux dire je veux pousser vers tel repository précisément. En l'occurrence dans 99% des cas vous avez qu'un seul repository. En général, on l'appelle origin. Donc là, je suis en train de dire, je veux pousser vers origin, donc vers mon repository distant, la branche master, donc la branche sur laquelle je suis là. On n'a que cette branche-là, donc voilà. Donc si je fais ça, qu'est-ce qu'il va me dire? Il me dit, ok, j'ai énuméré les objets, hop, j'ai poussé, il n'y a pas de souci. Alors si on retourne voir sur le repo, j'actualise, et là, vous voyez, il y a bien 4 commits. Je peux voir la liste de commits, et j'ai bien ploum qui est ici. Ok, donc maintenant, on va faire l'opération inverse. Alors, j'ai supprimé le dernier commit en local, mais pas sur le distant. Ok? Je vous ai pas montré comment je supprime les commits parce que c'est un truc qu'on ne fait jamais normalement. Si vous voulez supprimer quelque chose dans votre projet, vous ajoutez un commit pour dire que vous l'avez supprimé. Mais vous retirez pas des commits. On fait pas ça. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec des historiques divergents entre votre local et votre distant. Ou potentiellement, si vous êtes plusieurs à travailler sur le projet, vous allez vous retrouver avec des historiques différents les uns des autres. C'est un enfer, ne faites pas ça. Là, je le fais uniquement pour l'exercice, de dire, je suis en local et j'ai moins de commits qu'il y a sur le distant. Il y en a plus sur le repo distant qu'il y en a en local. Ça peut arriver, par exemple, si vous travaillez à deux, que votre collègue il a poussé des trucs sur le repo distant, il a rajouté des commits, mais vous les avez pas de votre côté. Ou tout simplement si vous avez changé d'ordinateur et vous voulez récupérer votre travail d'un ordinateur à l'autre, par exemple. Donc là si je fais git log --oneline, pour vous montrer un petit peu ce qu'on a comme commit, le dernier commit c'est remove hello world o impolite.
Alors que ici, vous voyez, le dernier commit, c'est add ploum ploup. On a ploup ploup ici, qu'on n'a pas de l'autre côté. Donc en local, on l'a pas. Donc ce qu'il faut faire, dans ces cas-là, c'est récupérer ce qu'il y a en local. Et on pousse pour envoyer vers le distant, mais on pull pour récupérer ce qu'il y a du distant vers le local. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un pull qui va me permettre de récupérer les commits qui me manquent depuis le distant et me les mettre dans le local. Donc je vais faire git pull. Pareil, origine pour dire d'où est-ce qu'on pull. Master, sur la branche master. Je fais ça. Et là, il me dit, ah, j'ai rajouté des lignes de code dans test. Il a rajouté 3 lignes de code dans le fichier test. Il me dit qu'il y a un fichier qui a changé. OK. Et là, si je fais git log--oneline, alors ce que vous pouvez faire pour naviguer un peu dans l'historique quand vous êtes dans la console, c'est utiliser les flèches de haut et de bas. La flèche de haut vous donne la dernière commande que vous avez faite. Et si je le fais 2 fois, je vais me retrouver avec git log oneline, puisque c'est l'avant-dernière commande que j'ai fait. Et là, vous voyez, je viens de récupérer ce truc-là. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez, il m'a rajouté ici. Donc là, il me dit, là, le head, donc le head, c'est le curseur, en fait, à savoir à quel point vous en êtes de l'historique. Il me dit, le head, il est sur master, donc je suis au dernier commit de master, en local. Et il me dit aussi l'état du distant. Donc là, il me dit le distant, il est aussi sur ce commit-là. Donc les deux là, le local et le distant, vous êtes tous les deux sur ce commit-là. C'est très bien. Mais si je changeais, si je faisais git checkout et que je me mettais sur un autre commit, par exemple là, et que je fais git log oneline, voilà, il me dit que je suis sur ce commit-là, mais il me dit pas que le repo y est, puisqu'il n'y est pas, puisqu'il est sur le commit d'après. Donc là, je vais me remettre sur master. Je vais faire git checkout master. Donc là, je refais un git log-oneline et on est bien sur add ploup ploup. Parfait. Donc voilà, je vous ai vraiment montré les commandes de base que vous avez besoin de savoir faire avec Git. Donc c'est ajouter des changements, faire un commit, pousser, tirer, voilà, le git status, git log pour voir un petit peu où vous en êtes. Tout ça, c'est vraiment le kit de survie de base du développeur. Et voilà, ça n'a rien de bien compliqué, c'est pas bien sorcier. Ça prend quelques dizaines de minutes. Je vous invite à vous mettre à l'aise avec ça en essayant d'utiliser ces commandes de base avant de passer à la suite. C'est déjà bien. Si vous êtes à l'aise avec ça, déjà, c'est cool. Dans le prochain tuto, on verra comment on utilise les branches et comment on bosse à plusieurs sur Git en utilisant ce qu'on appelle le Git Flow, qui est donc une procédure pour travailler à plusieurs sur Git. Qui marche très bien, qui est celle que j'utilise par ailleurs personnellement sur la plupart de mes projets sur Git. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter si vous avez la moindre remarque à faire. N'hésitez pas à partager la vidéo aux développeurs de votre entourage qui ne connaîtraient pas Git. Parce que ça m'embête de voir tous ces jeunes développeurs débutants qui utilisent pas Git et qui se retrouvent avec des situations pas possibles où ils ont perdu leur projet ou je sais pas quoi. Non, c'est pas possible quoi les gars. C'est pourtant pas si compliqué Git quoi. Voilà, pour ceux qui peut-être connaissent pas la chaîne parce qu'ils découvre avec cette vidéo, sachez que je suis développeur de jeux indépendant et que je fais une grosse partie de mon travail en direct sur Twitch et vous pouvez retrouver le lien de la chaîne dans la description. Si vous voulez soutenir mon travail parce que ça vous est utile, que ce soit les vidéos YouTube ou simplement parce que vous aimez bien les lives ou peu importe la raison, vous pouvez trouver le lien de mon Ko-fi dans la description. Ça vous permettra de me faire un petit don. Et chaque don, même de quelques euros, est vraiment extrêmement utile. Donc je vous remercie beaucoup pour celles et ceux qui en font. Vous pouvez trouver bien entendu le lien du Discord dans la description aussi, où on parle majoritairement de pixel art et de game dev. Et c'est un Discord que je partage avec d'autres gens absolument géniaux, que sont Pierre Vendeur qui fait des jeux incroyables, Made with Rough qui fait du pixel art et de l'animation et il fait des trucs incroyables aussi, Subarat qui fait des projets de dev web, de game dev, qui fait du gaming aussi, très cool. N'hésitez pas à venir faire un petit tour, l'ambiance est bonne. Sur ce, je vous laisse là et on se retrouve pour la prochaine vidéo, on va parler de Git Flow. Salut, à la prochaine.